Pajusco qui va nous parler du déploiement de QGIS à Bordeaux Métropole. Julien a des petits soucis de connexion, donc on va lancer la vidéo, mais éventuellement il pourra peut-être répondre en audio aux questions qui seront posées dans le chat. Je vous remercie. Alors je vais lancer la vidéo. Merci à toi Nicolas. Attends, on va peut-être laisser Julien dire un mot d'introduction sur sa presse. Oui, bah oui, on a un petit peu de temps. Il peut se représenter tant qu'il est là et tant qu'il a encore un peu de forfait 4G. Bonjour Julien. Ouais, c'est ça. Donc du coup, bonjour à tous. Ouais, effectivement, je suis obligé de passer par de la 4G partagée pour éviter le pare-feu de Bordeaux Métropole et accéder à la présentation, à la salle de conf. Donc du coup, voilà, je suis chef de projet Géoservice à Bordeaux Métropole. Je suis chargé de l'administration du parc applicatif QGIS. Donc bon, ça va être redondant avec ce que je présente dans la vidéo. Du coup, on a commencé à déployer du QGIS en 2016 à Bordeaux Métropole, en lieu et place de notre client lourd historique qui était APIC. Donc c'est voilà, le projet qui va vous être présenté aujourd'hui sur son côté historique et aussi sur ce vers quoi on va, notamment dans le cadre du passage à QGIS 3. On est toujours sur une version 2 aujourd'hui, plus pour très longtemps. On a un passage en version 3 qui est prévu pour ce début d'année avec pas mal de changements, aussi bien philosophiques, comme le disait Nicolas, concernant notamment le financement des évolutions du logiciel, passer au maximum par le canal communautaire, au lieu de faire des développements spécifiques un petit peu dans notre coin, sans reverser vraiment ce qu'on a fait à la communauté. Donc on essaie vraiment de rentrer dans cette logique-là à Bordeaux Métropole, dans le cadre du passage à QGIS 3. Donc voilà, ce sera l'objet de la présentation qui vous sera présentée du coup en vidéo. On a aussi toute la partie déploiement qu'on va modifier, avec les différentes options qui se sont présentées à nous et lesquelles on a finalement retenu. Et voilà, quelles fonctionnalités de QGIS 3 phare on va utiliser aussi dans cette migration. Donc c'est l'objet de cette présentation. Merci Julien, et voilà, c'est bien parce que je crois que ça fait le lien avec un atelier qui était hier sur les profils. Et donc je sais que ça intéresse pas mal de gens avec le déploiement et la maintenance des profils. Et ça fait écho aussi à une vidéo de la Gendarmerie nationale de l'an dernier, enfin du pôle mutualisé. Et donc je vous propose de lancer la vidéo. Bonne séance, comme on dit. C'est un peu tôt pour les pop-corn, mais c'est parti. Bonjour à tous, je suis ravi d'introduire ces présentations QGIS avec le cas d'usage et de déploiement de QGIS à Bordeaux Métropole, qui est une collectivité dans laquelle je travaille depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Donc je m'appelle Julien Pajusco, je suis chef de projet Géoservice à Bordeaux Métropole et je suis chargé d'administrer, maintenir en condition opérationnelle et faire évoluer la solution QGIS de Bordeaux Métropole. Donc ça s'inscrit dans un projet un peu plus global et structurant qui s'appelle CartoQGIS, que je vais vous présenter aujourd'hui, de par sa dimension un petit peu historique, mais aussi au travers des évolutions qu'on va porter, notamment dans le cadre du passage à QGIS 3 qui est imminent et prévu pour ce début d'année 2022. Donc c'est un projet qu'on mène de très près avec l'aide de la société Auslandia. Donc comment QGIS s'est petit à petit, peu à peu imposé à Bordeaux Métropole? On a commencé à parler de QGIS en 2015 dans un contexte de fin de vie, on va dire, de ce qu'était le client lourd historique SIG de la Cube, de la communauté urbaine de Bordeaux, et qui s'appelait APIC. Donc fin de vie après 20 ans d'utilisation et 20 ans d'habitude utilisateur. Donc il a fallu faire le choix d'un nouveau client lourd SIG à Bordeaux Métropole, dans un contexte en plus de métropolisation. Et finalement, après pas mal de réflexions, notre choix s'est porté sur QGIS Desktop comme client lourd SIG. Donc il faut savoir aujourd'hui qu'on a une offre de service qui est assez clairement dessinée, avec QGIS d'un côté comme client lourd SIG pour de l'usage avancé en géomatique, de la saisie de données complexes et industrialisée avec des modèles relationnels notamment. Et de l'autre côté, on a Géo, qui est une technologie propriétaire de la société Cyril Group, qu'on positionne comme client léger et comme technologie web SIG. Donc finalement, il y a eu une grosse première phase de 2016 à 2019 de projet CartoQGIS qui a été mené avec l'aide de la société Alcer par mon prédécesseur autour du noyau QGIS de 14.6. Donc c'est aussi un projet qu'on a appelé APIC to QGIS, qui a été un gros chantier d'accompagnement au changement
auprès des utilisateurs. Donc il y a pas mal aussi de compromis, je dirais, qui ont été faits, beaucoup de développements spécifiques aussi qui ont été engagés pour faire notre propre QGIS à Bordeaux Métropole et adoucir au maximum le changement de triangle SIG, donc faire en gros un QGIS qui se rapprochait du mieux possible que ce que pouvait faire APIC dans le passé, en mieux bien évidemment. Donc cette première phase a été menée par mon prédécesseur, moi je suis arrivé fin 2019 avec un objectif clair qui était de porter CartoQGIS vers la version 3 de QGIS. Donc on était sur une fin de marché avec la société Alcer qui nous avait accompagnés. En parallèle, on a mené sur 2020 un audit fonctionnel de notre parc QGIS avec la société Ostandia, histoire d'établir une feuille de route stratégique, de définir clairement quels allaient être, étant donné le gap fonctionnel entre la 2 et la 3, les fonctionnels qui étaient autrefois spécifiques qu'on allait porter sur du fonctionnel standard QGIS. Donc ça a été surtout ça l'objet de cet audit fonctionnel. Et en 2021, dans la continuité de cet audit, on a noué un marché avec la société Ostandia avec comme première prestation le lancement de ce projet de migration vers QGIS 3. Donc d'un point de vue architecture, notre QGIS aujourd'hui à Bordeaux Métropole, il se présente comme ça, avec ce schéma d'architecture un petit peu old school, mais qui est quand même assez clair. Donc on a un noyau QGIS de 14.6 qu'on utilise encore aujourd'hui, mais plus pour très longtemps. On a autour de ça ce qui gravite et qu'on appelle le noyau BM. Donc ce sont en fait l'ensemble des plugins et fonctionnalités qu'on met à disposition de l'ensemble des agents qui ont droit d'accès à Bordeaux, au QGIS de Bordeaux Métropole. Donc je vous présenterai après rapidement ces fonctionnalités du noyau BM. Et autour de ça, de manière plus périphérique et plus restreinte, on a ce qu'on appelle des applications de saisie. Donc on produit littéralement, on alimente et on produit de la donnée SIG dans QGIS au travers d'applications de saisie. Donc finalement sur le schéma de droite, tout en bas, on voit qu'il y a deux catégories d'utilisateurs. Les géomaticiens qui sont plus en consultation, géotraitement et qui vont consommer des données en lecture seule de notre entrepôt de données métropolitain qui s'appelle Métropub, qui est une grosse base de données Oracle fédératrice en fait, et qui est accédée par tous les clients SIG de Bordeaux Métropole. Et de l'autre côté, on a les opérateurs de saisie qui saisissent de la donnée SIG dans QGIS par le biais d'applications de saisie et qui vont alimenter la base de données privée de QGIS. Voilà, on fonctionne sur le SGBD Oracle, on est sur cette config, avoir du QGIS avec de l'Oracle. Et petit point de détail, ces données qui sont dans l'espace privé QGIS vont alimenter Métropub, donc notre entrepôt de données AJ+1 pour que l'ensemble des agents bénéficient de ces données et de ces mises à jour. Donc si je vous présente très rapidement ce qu'est CartoQGIS aujourd'hui, donc on a effectivement cette version 2.14 qui est assez obsolète, on en est tout à fait conscient. Donc on a en fait toute cette barre de menu qui correspond à l'ensemble des plugins spécifiques qui ont été développés avec la société Alcer pour Bordeaux Métropole. Donc on a ce menu qui est fédérateur centralisant dans la version actuelle de CartoQGIS, qui est le menu d'ajout de bouche BM. Donc en fait, c'est vraiment un menu et une IHM spécifique qui nous permet d'ajouter de la donnée, soit de la donnée vecteur, donc là on requête directement notre entrepôt de données Oracle, soit des fonds plans au format WMTS. C'est comme ça que ça se présente, avec ces deux onglets. Et on a des thèmes en fait qui correspondent à des thèmes métiers qu'on peut afficher soit en mode alias, soit en mode littéral technique, tels que ces noms sont inscrits en base de données. Donc ensuite, je peux dérouler mon thème et aller chercher les données qui m'intéressent. Là, je vais prendre par exemple le fil Airvoie et le charger dans mon projet QGIS. Donc là, pareil, comme montré un petit peu sur le schéma précédent, on a également une gestion de style qui est centralisée en base de données. Donc tous nos QML et nos styles par défaut sont stockés dans une table Oracle qui restaure automatiquement et charge le style par défaut lorsque la couche est elle-même chargée. Donc du coup, je vais charger aussi un fond de plan WMTS tant qu'on y est, l'ortho 2020. Ça s'affiche assez rapidement, c'est performant et c'est un menu qui marche très bien. Ensuite, on a fait développer ce qu'on appelle une OmniSearch, une barre de recherche globale, qui permet en gros de requêter un web service WPS, qui est un web service maison interne à Bordeaux Métropole. Donc on a une connexion en fait permanente entre notre QGIS, notre entrepôt de données Métropub et ces web services WMS, WFS et WPS dans le cas présent pour cette recherche de lieu. Donc là c'est le même principe. Je
peux taper une recherche, je clique sur Entrée, et ça me localise donc sur la table adresse en fait de notre entrepôt de données. Et je peux me localiser directement à cette adresse. Voilà, donc ça c'est la deuxième fonctionnalité principale qu'on a fait développer dans la 2.14 pour nos propres usages. Je vous montrerai tout à l'heure quel choix fonctionnel on a fait pour ce passage en version 3. Autre spécifique que je vous présente rapidement, c'est l'outil d'interrogation. On a fait dupliquer et développer notre propre outil d'interrogation Bordeaux Métropole. Et je vous expliquerai quel sort on lui a réservé pour la version 3 en termes de convergence et même de fonctionnalité. Je vous l'expliquerai juste après. Donc en gros, c'est un outil d'interrogation qui va permettre en fait d'ouvrir un formulaire d'attributs spécifique Bordeaux Métropole. Donc on n'est pas parti en 2.14, la notion de formulaire n'existait pas totalement, c'était pas encore assez mûr. Donc on avait fait littéralement développer nos propres formulaires. Avec notamment, pour ceux qui connaissent un petit peu Qt, une notion de data preview ici, qui permet en fait de dérouler sous forme d'arbre de relation en fait tous les objets du SIG qui sont en relation avec l'objet qui est interrogé. Et en dessous, on a donc la boîte d'attributs qui est affichée avec une fiche de métadonnées qui est également remontée. Donc ça, c'était le même principe sur le menu d'ajout de couche BM. On a bien la fiche de métadonnées associée qui remonte, encapsulée sous format HTML directement dans le menu. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant qu'on a repris, on va dire, dans la version 3. Et enfin, dernier spécifique, ce sont des contextes utilisateurs, en gros. C'est ce qui permet de stocker dans une base Oracle privée QGIS du code QLR, de l'ensemble de définitions de couches, en fait, qui est enregistrable et rechargeable à la demande pour l'utilisateur. Donc c'est en fait lié au login Windows de l'utilisateur qui est enregistré en base, ce qui lui permet derrière de restaurer directement son contexte. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble des spécifiques. Et ensuite, on a un menu fonction BM qui est ici, qui permet d'aller charger les applications de saisie en fonction des droits qui sont positionnés côté Oracle. Donc sur ça aussi, on a fait énormément changer les choses dans la manière de déployer notamment les applications de saisie. Historiquement, on a toujours eu une grosse centralisation des choses côté Oracle. Là, ce qu'on a voulu faire en version 3, c'est un petit peu différent. C'est de l'usage de fonctionnels natifs QGIS. Je repasse sur le PowerPoint pour vous présenter du coup le contexte d'arrivée de ce projet de migration vers QGIS 3. Donc en termes d'orientation stratégique, ce qui a permis de faire ressortir un petit peu l'audit fonctionnel avec Oslandia, c'est bien évidemment la volonté de maximiser au maximum du coup l'usage des fonctionnalités standards de QGIS 3. On est toujours parti dans l'idée qu'il y avait un gap fonctionnel considérable entre la 2.14.6 et la version 3.20 qui existe aujourd'hui, même 3.16 qui était le TR. Et du coup, on est plus rentré dans presque une modification de paradigme, même au niveau philosophique, dans l'idée de passer au maximum par le canal communautaire pour financer les évolutions de QGIS. Le cas qui est le plus parlant, c'est celui du provider Oracle, sur lequel on a financé pas mal de choses sur la 2.14, sans jamais rien reverser à la communauté. Et résultat des courses, pour la version 3, il y avait toujours un gap considérable entre ce que nous on avait fait en 2.14 et ce qu'était le provider Oracle en version 3, donc on a refinancé le même type d'évolution par le canal communautaire pour faire évoluer le provider Oracle de QGIS Core. Donc de l'autre côté, c'est un objectif qui est clairement lié à celui-là, c'est de limiter au maximum les adhérences et les développements spécifiques pour éviter la situation dans laquelle on est aujourd'hui et surtout de pouvoir suivre les montées de version pour bénéficier des évolutions qu'on a nous-mêmes financées. Donc nous, notre idée, c'est de suivre aujourd'hui le cycle de vie des LTR, le rythme de montée de version des LTR. Et enfin, de l'autre côté, il faut trouver un juste équilibre pour, en gros, maintenir la bonne intégration de QGIS dans le SI de Bordeaux Métropole, notamment vis-à-vis de l'entrepôt de données dont je vous parlais tout à l'heure, Métropub, et aussi de nos web services internes, donc WMS, WFS et WPS. Donc d'un point de vue fonctionnel, comment tout ça s'est traduit concernant déjà le noyau Carto QGIS, on a décidé de conserver le menu d'ajout de couche BM, parce qu'on trouve qu'il est quand même intéressant en termes, on va dire, d'assistance et d'accompagnement utilisateur. On est bien loin de l'idée que l'utilisateur doit créer lui-même
ces accès aux ressources du SI. On est vraiment dans un menu qui est très assisté, qu'on a maintenu à la quasi identique d'un point de vue UX/UI, avec une petite différence, c'est qu'on l'a fait converger vers le Data Source Manager. La recherche globale, idem, il n'y avait aucun intérêt à ce qu'on la maintienne dans une IHM spécifique. On a fait le choix de le converger vers le localisateur de QGIS3, qui n'existait pas en 2.14 et qui est arrivé avec la version 3. Donc là, clairement, l'objectif, c'était de faire communiquer ce localisateur avec notre web service WPS de recherche de lieux, ce qui a été possible avec la société Ostandia. On a volontairement mis en stand-by les fonctionnalités de contexte, le stockage de QLR en base de données. On va laisser nos utilisateurs un petit peu arbitrer là-dessus, on va ouvrir la discussion sur le sujet, parce que quand on voit les statistiques en base, on se rend compte qu'il n'y a pas énormément d'utilisation et de contexte qui sont stockés côté utilisateur. Et enfin, un spécifique qu'on a décidé d'éteindre définitivement, c'est l'outil d'interrogation de couche BM spécifique. On s'est rendu compte qu'il y avait quand même un biais fonctionnel d'un point de vue UX/UI. C'est un outil d'interrogation qui ne fonctionnait qu'avec les couches qui étaient chargées du plugin d'ajout de couche VM. Donc il était extrêmement limitant à ce niveau-là, bien qu'il permettait entre guillemets d'ouvrir un formulaire qui était très intéressant avec le data preview. On a décidé plutôt d'exploiter les formulaires d'attributs QGIS avec une config de base très simple par glisser-déposer et des configurations de formulaires qu'on stockerait dans le style par défaut. C'est-à-dire que jusque-là, on se limitait à la symbologie, aux étiquettes et aux notions de rendu. Là, on va rajouter également tout ce qui est formulaire dans le stockage du style par défaut. Voilà. Donc du coup, d'un point de vue application de saisie, on a fait les choses de manière un petit peu différente aussi. Plutôt que de partir sur une gestion centralisée sur Oracle, on est parti dans l'idée de déployer des profils QGIS. Donc on aurait un profil QGIS par défaut pour l'ensemble des utilisateurs, notamment pour les géomaticiens dont je vous parlais tout à l'heure. Et ensuite pour les opérateurs de saisie, on partirait sur un profil QGIS par métier. Sachant que les profils donnent accès à ce qu'on appelle des modèles de projet avec un répertoire par défaut pour les modèles de projet, qui seraient du coup nos applications de saisie. Donc voilà, petit exemple, on aurait un profil foncier, urbanisme opérationnel, topographie et complément carton. Alors d'un point de vue fonctionnel, si je me mets sur QGIS3 qui est actuellement en bêta chez nous, là je suis sur le profil par défaut, du coup qui serait le profil géomatique et qu'on déploierait pour l'ensemble des utilisateurs. Donc j'ai ici le Data Source Manager qui est positionné au même endroit que notre menu d'ajout de couche BM, donc les utilisateurs devraient pas trop y être perdus. Et quand j'ouvre le Data Source Manager, donc j'ai accès à l'ensemble des providers de QGIS avec en plus ce menu données BM qui me permet d'aller charger de la même manière que dans QGIS 2 des couches BM. Alors la différence du coup, c'est que ce plugin, ce qu'il va faire concrètement, contrairement à ce que faisait la version précédente, c'est lire dans notre web service de dictionnaire, en gros, les couches qui sont en relation avec la couche que je viens de cocher. Donc là, du coup, ce qu'il va faire concrètement, c'est lire les relations et ajouter des couches qui sont en dépendance et créer derrière une relation dans le projet QGIS. Donc là, j'ai choisi de prendre les tronçons du fil Airwa. Donc ça m'a chargé effectivement la couche FV-tron, avec la table alphanumérique des voies, la table des carrefours du fil Airwa, la table de relation entre FV-voies et FV-tron, donc je ne vais pas plus loin dans le détail, et ça m'a permis également de construire dans la section relations des relations QGIS. Et ces relations, du coup, on va les exploiter dans les formulaires d'attributs qui sont ici. Donc on a une section attributs, une section relations très simple, avec des sous-sections à l'intérieur qui sont stockées dans le style par défaut. Donc ça, c'est le premier point. Je vais charger ensuite un fond plan depuis notre provider. Et ici, ce qu'on a réussi à faire, et c'est le gros avantage aussi du localisateur, c'est que dans le paramétrage par défaut du localisateur, on va requêter notre web service. Donc ça, c'est le principal, on va dire que c'est le plus important. Mais derrière, on peut tout à fait choisir d'aller requêter sur les entités de la couche active ou sur les entités de toutes les couches du projet.
C'est souvent ce qui est un petit peu reproché par nos utilisateurs, c'est qu'ils ne pouvaient pas rechercher dans leur couche, mais uniquement sur le web service. Donc on peut aussi se localiser sur une coordonnée manuelle. Donc là, si je prends le même exemple que tout à l'heure, voilà, on est même sur un niveau de réactivité qui est très bon, on n'a pas besoin de faire une touche entrée pour valider le résultat. Et ça fonctionne très bien au niveau du localisateur de QGIS. Donc il y a encore quelques petits points qu'il faut qu'on fignole un petit peu, notamment la mise en surbrillance, le highlight sur le résultat de recherche, qui n'est pas encore opérationnel, mais qu'on va essayer de faire évoluer. Mais en tout cas, c'est un gros point positif d'avoir réussi à migrer cette OmniSearch sur le localisateur et d'avoir intégré le menu d'ajout de couche VM dans le Data Source Manager. Alors pour ce qui est du déploiement, je reviens sur le PowerPoint, plusieurs options se sont présentées à nous de manière assez classique. Soit le déploiement par l'installateur SView for Windows, donc ça c'est ce qu'on avait envisagé au départ de manière très forte, soit par un point BAT, soit par du script PowerShell. Ensuite, il y avait l'option du déploiement par l'installateur standalone, ou enfin un déploiement via un installateur totalement packagé. C'est ce qu'on a aujourd'hui sur notre carte QGIS actuelle. On a un exécutable qui est développé en C++, qui permet de déployer les sources sur le poste client de manière très simple avec juste un double clic. Donc finalement, si je vous présente le schéma de déploiement qu'on a adopté, c'est la deuxième option finalement qu'on a choisie, le déploiement par l'installateur standalone. Donc à vrai dire, c'est plutôt nos packagers qui ont tranché pour nous, sachant qu'à Bordeaux Métropole, on utilise ce qu'on appelle le SCCM, Microsoft SCCM, qui est le centre logiciel de Microsoft Windows. Je vous le montre très rapidement, c'est un centre logiciel qui est ici en fait encapsulé dans Windows, qui est un peu dans un style Windows 7, mais qui permet à l'utilisateur d'installer directement un logiciel auquel il aurait droit sur son poste. Donc c'est cette solution qu'on a retenue, qui est notre solution d'entreprise pour installer des logiciels sur les postes clients. Donc du coup, nos packagers nous ont dit clairement, nous on privilégie pour le packaging du MSI et de l'installateur standalone. Donc du coup, on s'est tourné plutôt vers cette solution-là. Donc c'est du coup moi qui, pour le coup, télécharge l'installateur standalone de QGIS et le met à disposition des packagers. Par contre, on s'est entendu avec nos packagers donc pour mettre en place de manière automatique, déployer et pousser sur le poste client en post-installation une variable d'environnement qui s'appelle PQGIS Startup, qui permet en gros d'exécuter du code Python au démarrage de QGIS. Donc cette variable d'environnement, elle va attaquer ce qu'on appelle un fichier startup.py, qui est stocké sur notre serveur de livrable Bordeaux Métropole, qui s'appelle app du coup. Donc à chaque démarrage de QGIS sur le poste client, ce fichier startup.py va être interrogé, va être utilisé au démarrage de QGIS et va permettre de déployer les profils qu'on aura préalablement stockés sur notre serveur de livrable. Donc ça c'est extrêmement important, du coup c'est ce qui va nous permettre de mettre en place un profil par défaut et des profils par métier en fonction des droits Windows qu'on aura positionnés sur ces profils. Donc voilà, ça c'est effectivement le point de détail assez important et qui va aussi nous changer les choses sur QGIS 3. Et de l'autre côté, toute la partie versionning, diffusion et stockage des fichiers de paramétrage, donc surtout des profils, sera effectuée sur Git. Et donc depuis Git, on fera un push pour cloner les fichiers de paramétrage vers notre serveur de livrable. Et ces serveurs de livrable seront déployés sur le poste client à partir du fichier startup.py, lui-même attaqué par la variable d'environnement PQGIS Startup. Donc voilà le déploiement qu'on a finalement choisi de mettre en place à Bordeaux Métropole. Et du coup, côté QGIS 3, donc là je suis sur le profil par défaut, ayant droit pour le coup en tant qu'administrateur à tous les profils, on n'a plus un menu fonction VM ici qui nous permet d'attaquer les applications de saisie, mais je peux aller tout à fait directement sur le profil foncier, donc ça m'ouvre en fait un nouveau QGIS. Donc on va attendre un petit peu le démarrage de QGIS pour le coup, et ça va me permettre d'accéder du coup à un profil, donc un QGIS spécialement paramétré pour la direction du foncier, dans lequel on va pouvoir retrouver sur la page de démarrage de ce profil l'application de saisie des veilles foncières et droits de préemption. Donc ça c'est paramétré en fait dans les options du profil, dans l'onglet général d'ailleurs, un répertoire, un chemin UNC par défaut pour les modèles de projet.
le modèle de projet étant une application de saisie. Donc l'utilisateur ouvre son profil, il a déjà dans son explorateur des ressources WMS et une connexion Oracle à l'espace privé QGIS, donc indispensable pour créer le projet au préalable. Et il a accès également aux différents plugins, et notamment aux providers Bordeaux Métropole, à l'OmniSearch, qui sont déployés sur l'ensemble des profils et pour tous les utilisateurs. Donc là, je peux tout à fait, depuis ici, lancer mon accès à l'application de saisie des veilles foncières et droits de préemption. Donc là, on est vraiment sur du projet QGZ qui est stocké dans un répertoire réseau et qui est directement paramétré et rattaché au profil. Donc voilà ce que je pouvais vous présenter. Je vous remercie pour votre attention. J'ai été ravi de pouvoir faire cette présentation vraiment de ce qu'est le projet CartoQGIS. On a fait énormément d'évolutions, de grands pas vers du fonctionnel standard QGIS. Donc voilà, on est clairement aujourd'hui engagé pour passer par le canal communautaire pour financer les évolutions de QGIS et notamment celles qui sont liées au provider Oracle. On a encore vu quelques légers gaps entre le provider Postgre et le provider Oracle, notamment pour le stockage de style par défaut. Donc autant que faire se peut, essayer de financer des évolutions à ce niveau-là jusqu'à ce qu'on aille un jour sur le provider Postgre, mais je pense qu'on n'est pas encore assez mûr pour aller vers ce provider-là. Donc voilà, pour l'instant, on est clairement sur la config QGIS Oracle. Donc merci pour votre attention et n'hésitez pas à me poser des questions à la suite de cette réunion. Merci. Donc merci donc, Julien pour les vidéos. On va vous recevoir pour les questions. Elles sont assez nombreuses. La première, c'était une question de Xavier qui demandait si le code source des plins, donc j'ai pas suivi c'était quoi les plins, était disponible et où. Est-ce qu'il y avait des docs qui étaient associés? On ne vous entend pas, malheureusement. Pourquoi on ne vous entend pas? Bon, bah, Julien, reviens. Les aléas du direct. Julien Pajusco. Il y a beaucoup de Julien aujourd'hui. Voilà, il revient. Je vais donner un peu plus de droit, avec un peu de chance, il aura. Bonjour Julien, on vous entend là. On entend le son. Alors du coup, ouais, j'ai pas bien entendu la question pour le coup. Ça concernait, oui, l'ouverture, c'est ça, l'ouverture du code source de plugin, du coup, c'est ça. On a fait développer. Alors oui, c'est une décision qu'on a prise en interne après un petit peu de réflexion, mais oui, effectivement, le code source est ouvert et normalement, il est publié, je pense, sur le Git d'Ostandia pour le coup. Voilà, mais Julien pourra compléter si nécessaire. Je pense que plus lui qui a les éléments, mais on a bien pris la décision des deux spécifiques, du coup, le menu d'ajout de couche BM et l'OmniSearch Bordeaux Métropole. On a bien ouvert effectivement le code source et il est disponible sur le guide d'Ostandia. Et donc, oui, donc le code source a été reversé. Ça, c'est très bien. Il y avait une autre question. Pourquoi avoir choisi Oracle plutôt que PostgreSQL? Alors ça, je dirais que c'est un choix qui précède. Parce que moi, je suis assez neuf, j'ai 2 ans d'expérience à ABM. Surtout qu'on a beaucoup de compétences Oracle chez nos DBA en interne. Et sur Postgre, ça commence un petit peu. Ça y est, on entend, une solution à être déployée. Ouais, on entend bien. Et du coup, pour l'instant, on a vraiment notre entrepôt de données qui est sur ce SGBD. Donc, c'est surtout plus une question de contrat et de compétences côté DBA, quoi. Encore un tout petit peu de temps. Pourquoi n'avoir pas étendu le QGIS Locator pour la recherche de lieux, comme ça a été fait pour les web services de SwissTopo? Mais ça, à mon avis, c'était la question au moment où tu présentais l'ancien, en fait, Julien, non?
C'est ça, exactement. Ouais. C'était au moment où je présentais l'ancien et je pense que la réponse, du coup, a été apportée après. On a fait effectivement, pour nos propres usages, ce qui avait un petit peu été fait sur le French Locator Filter au niveau du localisateur QGIS. Donc, c'est clairement le choix qu'on a fait, en fait. Et du coup, parce que je pense que c'est bien si c'est, je sais pas si c'est du coup il y a eu beaucoup de questions, mais pour éclaircir, il y avait vraiment une première partie dans ta présentation qui était sur ce que vous aviez sur la 2.14 en packagé en 2015, etc. Et ensuite, qu'est-ce qui est maintenant à partir de 2021-2022, surtout sur la 3, avec plus d'intégration justement dans les outils de base de QGIS. C'est bien ça, hein. Donc toutes les questions sur effectivement le développement d'outils à façon et tout, justement, c'était pour dire que c'était un peu votre ancienne façon de faire. Et maintenant, c'est plus de comment on travaille avec les outils intégrés dans QGIS tout en les étendant, voire en finançant ce qui manque dans le cœur, quoi. Donc, voilà, je me permets d'éclaircir parce qu'effectivement, on a eu beaucoup de questions qui étaient sur ça, sur la première partie, avec un peu en mode mais attends, pourquoi t'as pas fait ça, etc. Donc voilà, c'était bien, c'était l'ancien Bordeaux Métropole QGIS. Et voilà, le New Age est beaucoup plus intégré. Vous avez combien d'utilisateurs à peu près? Je ne sais pas si tu l'as précisé. Non, effectivement, c'est bien de le demander. On a à peu près aujourd'hui 150 utilisateurs dans notre parc QGIS. Ouais. On a de plus en plus de demandes. Donc, au début, on est plutôt gabarisé pour une cinquantaine d'utilisateurs, entre guillemets, experts en géomatique. Les autres allant plutôt sur notre intranet Carto qui est sur Géo. Mais l'air de rien, ça s'est vraiment démultiplié au niveau utilisateur. Donc 150 à peu près. Ouais. D'accord. Merci Julien. Merci à Bordeaux Métropole, très intéressante retour d'expérience sur comment contribuer. Je vais passer la main à Julien.